Mes parents ont donné à ma sœur la maison qu'elle méritait. Puis, ils m'ont envoyé un message pour que je règle les mensualités du crédit. J'ai répondu, demandez à la propriétaire. 2 jours plus tard, leur avocat m'a appelé, paniqué. Le message est arrivé à 21h47, un mardi. Maman, le remboursement du prêt arrive à échéance demain. Fais le virement des 1 200 € comme d'habitude. Maintenant que Manon est propriétaire de la maison, elle aura plus que jamais besoin de ton soutien. Je fixais l'écran de mon téléphone sur le parking du centre social de la Croix-Rousse, où je venais de terminer une séance d'accompagnement de 3 heures avec une famille menacée de saisie immobilière. Mes mains étaient encore sur le volant de ma Peugeot 308 de 2014. La même voiture que je conduisais depuis mes études. La même voiture sur laquelle ma famille faisait des plaisanteries à chaque réunion. Julien n'a toujours pas les moyens de s'acheter une vraie voiture. Julien vit toujours dans ce minuscule appartement. Julien joue toujours au héros dans son association, pendant que nous construisons de vraies vies. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, tu as vu mon message? La date limite de paiement est à minuit. N'oublie pas. J'ai regardé le message, puis la notification juste au-dessus. L'email de mon gestionnaire de patrimoine, arrivé 20 minutes plus tôt. Objet, bilan du portefeuille du 4e trimestre. Holding Alpinvest SAS. Actifs liquides actuels, 8 470 000 €. Valeur totale du portefeuille, 23 100 000 €. J'étais riche depuis 10 ans. Ma famille n'en avait aucune idée. J'avais entendu toute la conversation à travers le mur du salon, 3 heures plus tôt. Je n'étais pas censé être là. J'étais passé à la maison de mon enfance après le travail pour déposer des livres que ma mère m'avait demandé de lui prêter. Une collection de mémoires pour son club de lecture. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entré en appelant, mais personne n'a répondu. C'est alors que j'ai entendu la voix de mon père venant du salon. Nous donnons la maison à Manon. Elle la mérite. Elle fonde une famille. Je me suis figé dans le couloir. Les livres ont glissé de mes mains. Tu as raison, a dit ma mère. Julien a 32 ans et il est toujours célibataire. Que ferait-il d'une maison avec 4 chambres? Il la laisserait probablement tomber en ruine. Ma sœur, Manon, a gloussé. Mon Dieu, notre propre maison, Léo. On va enfin pouvoir avoir cette cuisine d'été dont on rêvait. Son mari, Léo, a ri. Et le home cinéma, et la cave à vin. Vous le méritez, a dit mon père. Sa voix était chaleureuse, fière. Vous construisez quelque chose de concret, une famille, un avenir. C'est pour ça que cette maison a été bâtie. Je suis resté là, dans le couloir de la maison de mon enfance, portant encore mes vêtements de travail, un pantalon chino et une chemise de chez Monoprix, et j'ai essayé de comprendre ce que j'entendais. Il donnait la maison, ma maison, la maison dont je payais les mensualités chaque mois depuis 10 ans, la maison qui m'appartenait. Je me suis avancé jusqu'à l'entrée du salon. Manon était sur le canapé, montrant des échantillons de peinture à Léo sur son téléphone. Mes parents se tenaient près de la cheminée, des coupes de champagne à la main. Il y avait un gâteau sur la table basse. Félicitations Manon et Léo, écrit en glaçage lavande. Ils avaient organisé une petite fête, planifiée, célébrée. Personne ne m'avait rien dit. Julien. Le sourire de ma mère a légèrement vacillé. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai apporté tes livres. Ma voix semblait vide. Je les ai laissés sur la console dans l'entrée. Ah, merci. Elle a échangé un regard avec mon père. Eh bien, puisque tu es là, nous avons une excellente nouvelle à t'annoncer. J'ai entendu. N'est-ce pas merveilleux? Manon a bondi du canapé. Elle avait 28 ans, blonde, pleine de vie, tout ce que je n'avais jamais été. On va avoir tellement d'espace. Léo dessine déjà les plans de la cuisine d'été. Il y aura un four à pizza intégré et tout. Félicitations, ai-je dit. Le mot avait un goût de verre pilé dans ma bouche. Ne fais pas cette tête, Julien, a dit ma mère. Elle avait ce ton, celui qu'elle utilisait quand elle me trouvait difficile. Tu devrais être heureux pour ta sœur. La famille, c'est fait pour s'entraider, non? J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait appris à taper dans un ballon, à changer un pneu, à tenir un budget.
L'homme qui s'était assis avec moi quand j'avais 16 ans et m'avait dit que le succès signifiait la stabilité, la responsabilité, prendre soin des gens qui comptent. Il n'a pas croisé mon regard une seule fois. Je dois y aller, ai-je dit. Reste pour le gâteau, a insisté Manon. Il y en a plein. J'ai du travail demain. Je suis parti avant que quiconque puisse protester. Je suis resté assis dans ma voiture, dans leur allée, pendant 10 minutes, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ils avaient donné ma maison. Puis mon téléphone a vibré avec le rappel pour le paiement du prêt. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière. J'avais 22 ans. Fraîchement diplômé d'une grande école d'ingénieurs à Lyon, avec une spécialisation en informatique et mathématiques appliquées. J'avais passé ma dernière année à développer un algorithme, un outil d'analyse de risque pour les prêts immobiliers capable de prédire la probabilité de défaut de paiement avec une précision de 94,7%. C'était censé être mon projet de fin d'études. Au lieu de ça, je l'ai vendu à une start-up de la fintech nommée Précision Analytique pour 140 000 €. Mon père a été fier pendant exactement 3 jours, puis il a été licencié. Gérard, mon père, avait travaillé comme directeur régional pour la Banque régionale du Rhône pendant 18 ans. Il était bon dans son travail, excellent même. Jusqu'à ce qu'un audit interne révèle qu'il approuvait des prêts pour des amis et des membres de sa famille qui ne remplissaient pas les critères de qualification. Rien de criminel, juste de la négligence, du népotisme, une violation de la politique de l'entreprise. Ils lui ont donné 2 semaines d'indemnité et un accord de confidentialité. 3 mois plus tard, mes parents faisaient face à une saisie immobilière. Ils sont venus me voir un samedi matin. Je vivais dans un studio à Lyon, faisant de la programmation en freelance, essayant de décider quoi faire du reste de ma vie. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air gris, diminué. Nous avons 3 mois de retard, a-t-il dit. La banque ne veut pas négocier. Ils exigent le remboursement anticipé du prêt. Nous avons 60 jours avant qu'ils ne saisissent la maison. De combien avez-vous besoin? Le total est de 195 000 €. Mais pour rattraper le retard et éviter la saisie, il nous faut 39 000 €. Julien, je sais que tu as cet argent de ton algorithme. Je sais que c'est ton avenir, mais si tu pouvais. Je vais m'en occuper. Le soulagement a inondé leur visage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà gagné plusieurs milliers d'euros supplémentaires dans les 3 mois suivant mon diplôme. J'avais développé 2 autres algorithmes, vendu l'un, mis l'autre sous licence. J'avais de l'argent, du vrai argent. Mais je connaissais aussi mon père, je connaissais ses habitudes. Je savais que si je leur donnais simplement 39 000 €, ils les dépenseraient en 6 mois et se retrouveraient dans la même situation. Alors, je ne leur ai pas donné l'argent. J'ai acheté la maison. Pas directement, cela aurait été trop évident. J'ai créé la holding Alpinvest SAS, une société par action simplifiée avec une structure de propriété qui garantissait mon anonymat. J'ai engagé une avocate d'affaires nommée Maître Amina Dubois, 15 ans d'expérience en droit immobilier, pour s'occuper des formalités. Vous voulez racheter le prêt immobilier de vos parents? M'a-t-elle demandé lors de notre premier entretien. C'est peu commun. Ils ne savent pas que j'ai de l'argent, ai-je expliqué. Si je leur donne juste des fonds, ils les gaspilleront. Mais si je détiens le prêt, je peux garantir qu'ils ne seront jamais en défaut de paiement. Je peux les protéger d'eux-mêmes. Maître Dubois m'a étudié par-dessus ses lunettes. Vous réalisez que cela pourrait avoir des conséquences dramatiques s'ils le découvrent un jour? Ils ne le découvriront pas. Elle a préparé les documents. Holding Alpinvest SAS a racheté le prêt à la Banque régionale du Rhône pour 175 000 €, un prix réduit en raison du statut de défaut de paiement. Je suis devenu leur créancier, leur banque. Et pendant 10 ans, j'ai payé leur mensualité de prêt chaque mois. Parfois, ils se souvenaient de m'envoyer leur part du remboursement. Parfois, non. Quand ils oubliaient, je couvrais la différence avec mon salaire de l'association. 38 000 € par an, à conseiller des familles menacées de saisie. Je le faisais parce que je croyais sincèrement qu'il fallait aider les gens à garder leur maison. L'ironie ne m'échappait pas. Mes parents n'ont jamais demandé où allait l'argent. Ils pensaient que je joignais à peine les 2 bouts, vivant d'un salaire à l'autre dans mon petit appartement lugubre, comme ma mère l'appelait.
Il n'avait aucune idée que mon petit appartement lugubre était en fait un bel appartement avec vue sur la ville, entièrement payé. Que ma Peugeot 308 avait à peine 47 000 km au compteur parce que je possédais aussi une Tesla que je gardais dans un garage sécurisé de l'autre côté de la ville, que mon salaire de l'association était un revenu d'appoint. Alors que ma vraie fortune provenait des 4 entreprises que j'avais créées et vendues, du portefeuille d'investissement qui rapportait 18% par an, et des biens immobiliers commerciaux dans 3 régions. Je vivais comme si j'étais fauché parce que c'était plus simple que d'expliquer, plus simple que de voir ma famille me traiter différemment, plus simple que de devenir la banque à laquelle il devait de l'argent. Mais maintenant, assis sur ce parking, en regardant le message de ma mère, j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'avait jamais valorisé, jamais vraiment vu, jamais remercié une seule fois pour une décennie de paiement. Et il venait de faire une donation de la propriété à ma sœur sans en informer leurs créanciers. C'était une violation de contrat. Une grave violation. En droit immobilier, cela s'appelle une clause d'exigibilité anticipée en cas de cession. Si vous transférez la propriété sans l'approbation du créancier, celui-ci peut exiger le remboursement immédiat et intégral du prêt. Mes parents venaient de déclencher cette clause. J'ai ouvert mes messages et tapé ma réponse. Demandez à la propriétaire. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai appelé maître Amina Dubois. Julien. La voix d'Amina était précise, même à cette heure tardive. Elle était probablement en train de relire des contrats. Elle le faisait toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont violé la clause d'exigibilité anticipée. Ils ont fait don de la propriété à ma sœur sans autorisation. J'ai besoin que vous envoyiez la mise en demeure ce soir. Silence à l'autre bout du fil. Vous êtes sûr? A-t-elle finalement demandé. Parce qu'une fois que nous aurons envoyé ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils auront 30 jours pour payer le solde intégral ou faire face à la saisie. C'est ça. J'ai entendu des papiers être froissés. Il reste 230 600 € de capital. Envoyez-la. Julien, c'est votre famille. Je sais exactement qui ils sont. Mes mains étaient fermes maintenant. Calme. Envoyez la mise en demeure. Lettre recommandée avec accusé de réception, courriel, peu importe la méthode. Je veux qu'il soit au courant dès demain matin. D'accord. Plus de froissement de papier. Je vais demander à mon assistant juridique de la rédiger ce soir. Mais, Julien, quand ça va exploser, et ça va exploser, vous devez être prêt. Ce genre de révélation détruit des familles. La mienne est détruite depuis longtemps, ai-je dit. Ils ne le savent juste pas encore. La mise en demeure est arrivée à 9h30 le lendemain matin. Je le sais parce que je suivais la livraison de la lettre recommandée en ligne. J'ai vu le statut passer de en cours de livraison à livré et signé par G. Martin à 9h33. Mon père était au centre social en train d'animer un atelier de gestion de budget pour 3 familles qui avaient 2 mois de retard sur leur prêt immobilier, leur apprenant comment négocier avec les créanciers, comment documenter leurs difficultés, comment se battre pour leur maison. L'ironie était toujours aussi présente. Mon téléphone a commencé à vibrer à 10h15. Papa, appel manqué. Papa, appel manqué. Papa, appel manqué. Maman, appel manqué. Je l'ai laissé sonner. J'ai terminé l'atelier. J'ai aidé une mère célibataire à remplir un dossier de surendettement. J'ai expliqué à un ancien combattant comment demander une suspension de paiement. À midi, j'avais 17 appels manqués. À 12h45, j'ai reçu un message de Manon. Manon, qu'est-ce que tu as fait? Papa est en pleine crise d'angoisse. Appelle-le maintenant. Je n'ai pas appelé. À 14h30, mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro différent. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai répondu. Monsieur Martin. Ici maître Karim Belkacem, du cabinet Belkacem et Associés. J'appelle au nom de Gérard et Sylvie Martin concernant une mise en demeure qu'ils ont reçue de la part de Holding Alpinvest SAS. Un avocat. Ils avaient déjà engagé un avocat. Comment puis-je vous aider? Ai-je demandé. Mes clients ont reçu un avis ce matin, alléguant qu'ils sont en défaut de paiement sur leur prêt immobilier et exigeant le paiement intégral de 230 000 € sous 30 jours. Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur ou peut-être d'un document frauduleux. Nous aimerions résoudre cela rapidement avant d'engager une action en justice contre Alpinvest pour harcèlement.
Ce n'est pas frauduleux, ai-je dit. Vos clients ont violé la clause d'exigibilité anticipée de leur contrat de prêt en transférant la propriété sans l'autorisation du créancier. C'est une violation substantielle. L'exigence de remboursement anticipé est légale et contraignante. Silence. Je vois. Le ton de Maître Belkacem a changé. Il est devenu plus prudent. Et vous êtes ? Je suis Julien Martin. Je suis également le principal actionnaire de Holding Alpinvest SAS. Je suis leur créancier, Maître Belkacem. Je le suis depuis 10 ans, et ils viennent de donner ma propriété sans ma permission. L'avocat a émis un son entre une toux et un rire. Mon Dieu, c'est une affaire de famille, n'est-ce pas ? Plus maintenant. Monsieur Martin. Julien. Je suis obligé de vous dire que si vous poursuivez cette saisie contre vos propres parents, l'image sera exécrable. Vous serez probablement dépeint comme. Je me fiche de l'image, ai-je dit. Je me soucie du droit de propriété. Vos clients ont 30 jours pour payer le solde intégral ou libérer la propriété. Ce sont leurs options. Ils n'ont pas ce genre d'argent. Vous savez bien qu'ils ne l'ont pas. Alors je leur suggère de demander de l'aide à la nouvelle propriétaire, ma sœur. J'ai raccroché. Mon téléphone a explosé d'appels, de messages vocaux. J'ai tout ignoré jusqu'à ce qu'à 18h, mon père appelle d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il avait probablement emprunté le téléphone de quelqu'un car j'avais cessé de répondre au sien. Contre toute attente, j'ai répondu. Julien, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? Sa voix n'était que panique pure, tremblante. Une société, Alpinvest, dit qu'on est en défaut de paiement ? Ils réclament la totalité du prêt, 230 000 €, nous avons 30 jours où ils prennent la maison. Tu dois arranger ça. Tu es bon pour ces choses-là. Tu travailles avec les prêts immobiliers. Appelle-les. Dis-leur que c'est une erreur. J'étais assis dans ma voiture devant mon immeuble, regardant le coucher de soleil sur le centre de Lyon. Le ciel était orange et violet. Magnifique. Je ne peux pas faire ça, papa. Pourquoi pas, Julien ? C'est sérieux. On peut tout perdre. J'ai besoin que tu. Je ne peux pas les appeler, ai-je dit. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'appeler moi-même. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais entendre une respiration saccadée, confuse. De quoi tu parles ? Alpinvest, ai-je dit. Ma voix était parfaitement stable. Calme. Comme si j'expliquais un tableau budgétaire à un client. C'est moi, papa. Je suis Alpinvest. Je suis votre créancier depuis 10 ans. J'ai racheté votre prêt quand vous étiez menacé de saisie. Je paie chaque mois, et vous venez de faire don de l'acte de propriété à Manon sans ma permission. Je l'ai entendu laisser tomber le téléphone. J'ai entendu un bruit sourd contre ce qui ressemblait à une table. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Gérard. Gérard. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je l'ai entendu lui raconter. Je l'ai entendu crier. Mon père a repris le téléphone. Sa respiration était laborieuse, lourde. Tu nous as menti pendant tout ce temps. Tu es riche et tu nous as laissé croire que. Je vous ai sauvé, ai-je interrompu. J'ai sauvé votre maison quand vous étiez à 3 mois de la saisie, quand la banque ne voulait rien entendre, quand vous êtes venu me supplier. Je n'ai pas juste donné de l'argent que vous auriez flambé en 6 mois. J'ai racheté le prêt, je suis devenu votre créancier et j'ai payé chaque mois. Même quand vous oubliez, même quand vous dépensiez l'argent pour autre chose. J'ai couvert les frais. Nous sommes ta famille. La voix de ma mère était stridente en arrière-plan, près du téléphone maintenant. Elle l'a arraché des mains de mon père. Comment as-tu pu nous faire ça ? Garder des secrets. Nous espionner ? Vous espionner ? J'ai ri. Un rire froid, amer. Je vous ai donné une maison, maman. J'ai offert 10 ans de stabilité et vous avez donné ma propriété à Manon, sans même demander, sans même me le dire. Vous avez fait une fête avec un gâteau et personne n'a pensé à mentionner que vous donniez la maison que je paie. On ne savait pas, a-t-elle couiné. Exactement. Silence. Lourd, épais. Julien, s'il te plaît. Mon père avait de nouveau le téléphone. Sa voix s'est brisée.
On a fait une erreur. On aurait dû te le dire. On aurait dû demander. Mais ne fais pas ça. Ne prends pas la maison. C'est la qu'on t'a élevé. Où ta mère et moi avons vécu pendant 34 ans. C'est notre maison. C'est ma maison, ai-je dit. Ça l'a été pendant une décennie. Et vous l'avez donnée à Manon parce que vous pensez qu'elle la mérite plus que moi. Ce n'est pas. On ne voulait pas dire ça. Vous avez 30 jours, ai-je dit. Le même délai qu'on m'a donné quand j'avais 22 ans et que vous aviez besoin d'aide. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré immédiatement. Message après message. Papa, s'il te plaît, rappelle. Maman, tu es cruel et vindicatif. Manon, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que tu payais quoi que ce soit. S'il te plaît, ne nous punis pas pour leur erreur. Léo, on peut trouver un arrangement. La famille, on ne fait pas ça à sa famille. J'ai éteint mon téléphone. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à mon appartement. Tous les 4, debout dans le hall de mon immeuble à 7 heures du matin, un samedi. Le gardien a appelé, l'air désolé. Monsieur Martin, vous avez de la visite. Ils disent qu'ils sont de votre famille. Je les fais monter? J'aurais pu dire non. J'aurais pu demander à la sécurité de les escorter dehors. Au lieu de cela, j'ai dit oui, parce qu'une partie de moi voulait qu'ils voient. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu. Je les ai fait monter au 8e étage. Quand j'ai ouvert la porte, le visage de ma mère est devenu blême. Mon appartement faisait 100 mètres carrés. Des fenêtres panoramiques avec vue sur la ville, du parquet en chêne, une cuisine design avec un plan de travail en marbre, des œuvres d'art originales sur les murs, pas des reproductions, de vraies toiles d'artistes locaux que j'avais commandées. Ce n'était pas un petit appartement lugubre, il valait 1 100 000 €. Julien, la voix de ma mère était faible, confuse. Tu vis ici? Depuis 7 ans. Je me suis écarté. Entrez. Ils sont entrés lentement. Manon regardait autour d'elle avec de grands yeux. Léo n'arrêtait pas de toucher les choses. Le canapé en cuir, la bibliothèque, l'îlot de cuisine, comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. Mon père est juste resté dans l'entrée, me fixant. S'il te plaît, a-t-il dit finalement. Son visage était gris. Épuisé. Il avait vieilli de 10 ans en 3 jours. On fera n'importe quoi. Te rembourser, signer des papiers, ce que tu veux. Ne prends juste pas la maison. J'ai regardé la famille qui s'était moquée de ma voiture, de mon travail, de ma vie. La famille qui n'avait jamais demandé une seule fois si j'allais bien, si j'étais heureux, si j'avais besoin de quelque chose. La famille qui avait donné ma maison sans me le dire. Asseyez-vous, ai-je dit. Nous nous sommes assis dans mon salon, eux sur le canapé, moi sur le fauteuil en face. Tu vaux combien? A demandé ma mère. Sa voix était rauque. Plusieurs millions, ai-je dit. Plus ou moins. Manon a émis un son qui ressemblait presque à un sanglot. Et tu nous as juste laissé croire que tu étais pauvre et que tu luttais. Les mains de mon père tremblaient. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Parce que je voulais voir si vous m'apprécieriez sans mon argent, ai-je dit. Je voulais savoir si vous respecteriez le travail que je fais, en aidant des familles à garder leur maison. Même si vous pensiez que je joignais à peine les deux bouts. Je voulais savoir si vous me traiteriez comme un membre de la famille parce que je suis votre fils, pas parce que je suis votre banque. Mais nous t'apprécions. Ma mère a commencé, mais j'ai levé la main. Vous avez donné la maison à Manon parce qu'elle fonde une famille, parce qu'elle la mérite. Vous avez dit que je ne saurais pas quoi faire de 4 chambres parce que je suis célibataire et que j'ai 32 ans. Vous avez passé 10 ans à faire des blagues sur ma vie, ma voiture, mes choix, et pas une seule fois vous n'avez dit merci pour avoir payé votre prêt. On ne savait pas, a dit Manon. Des larmes coulaient sur son visage. Julien, je le jure, si j'avais su. Tu aurais fait quoi? Tu m'aurais traité différemment. Je l'ai regardée, ma petite sœur, qui avait toujours été la favorite, l'enfant chéri. C'est ça le problème, Manon. Je ne voulais pas être traité différemment. Je voulais juste être traité comme un membre de la famille. Mon père s'est penché en avant, a mis sa tête dans ses mains. Qu'est-ce que tu veux de nous? A-t-il demandé.
de l'argent, des excuses. Dis-nous juste comment arranger ça. J'y avais réfléchi pendant 3 jours. J'avais envisagé différents scénarios, imaginé différentes fins. La maison est à vous, ai-je dit finalement. Le soulagement a inondé leur visage. Mais, ai-je continué. C'est la dernière chose que vous recevrez de moi. La dette est effacée. L'hypothèque est entièrement remboursée. Maître Dubois enverra la main levée d'hypothèque la semaine prochaine. La maison appartient à Manon, exactement comme vous le vouliez. Julien, a commencé mon père. Je vous réussis complètement de ma vie. Plus d'argent, plus d'aide, plus d'appels d'urgence à 2 heures du matin pour que je règle vos problèmes. Vous vouliez que Manon ait tout. Elle peut tout avoir, y compris la responsabilité. L'expression de ma mère est passée du soulagement à la colère en une demi-seconde. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Je n'abandonne personne, ai-je dit calmement. J'établis des limites saines, celles que j'aurais dû établir il y a 10 ans. Alors c'est tout? Mon père s'est levé. Son visage était rouge. Furieux maintenant. On a fait une erreur. Une seule erreur. Et tu nous effaces de ta vie? Après tout ce qu'on a fait pour toi, après t'avoir élevé, payé tes études. Vous n'avez pas payé mes études, ai-je dit. J'ai eu une bourse d'excellence, tu te souviens? Vous m'avez quand même fait prendre des prêts étudiants, parce que vous disiez que j'avais besoin d'apprendre la responsabilité financière. Je les ai remboursés en 2 ans avec l'argent de la vente de mon premier algorithme. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Quant à m'élever. Vous l'avez fait. Vous étiez de bons parents quand j'étais jeune. Mais quelque part en chemin, vous avez cessé de me voir, cessé de me valoriser. Je suis devenu le fils pratique, celui qui aiderait toujours, paierait toujours, serait toujours là. Et vous en avez profité. Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Donner la maison de quelqu'un sans demander non plus. Léo s'est levé, a posé une main sur l'épaule de Manon. On devrait y aller, a-t-il dit doucement. Laissez tout le monde se calmer. On en reparlera plus tard, quand. Il n'y a rien à dire, ai-je dit. La maison est à vous. Le prêt est annulé. Considérez ça comme mon cadeau d'adieu. Mais j'ai fini d'être votre banque, votre plan de secours, votre filet de sécurité. Manon pleurait plus fort maintenant. Julien, s'il te plaît, on est une famille, on peut arranger ça. On peut. La famille, c'est fait pour s'entraider, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. C'est ce que maman a dit. Alors, entraidez-vous. Vous avez la maison, vous avez les uns les autres. Vous vous en sortirez. J'ai marché jusqu'à la porte. Je l'ai ouverte. Ils sont sortis lentement, un par un. Manon n'arrêtait pas de se retourner, comme si elle espérait que je change d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Mon père a été le dernier à sortir. Il s'est arrêté sur le seuil. Tu fais une erreur, a-t-il dit. Rejeter ta famille par orgueil, pour de l'argent. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je répondu, mais au moins, je le regretterai dans une maison qui m'appartient vraiment. J'ai fermé la porte. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon bureau dans un nouveau centre social à Marseille. J'ai étendu nos opérations. Nous aidons 40 familles par mois maintenant, au lieu de 12. J'ai embauché 3 conseillers supplémentaires. J'ai ouvert une permanence juridique gratuite. Ce travail a du sens. Il en a toujours eu. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. C'est Manon avec un nouveau numéro parce que tu as bloqué l'ancien. Papa a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Il est assez stable, mais il demande après toi. S'il te plaît, appelle. Je fixe le message pendant un long moment. Une partie de moi veut t'appeler, veut prendre de ses nouvelles, veut être le bon fils. Mais je me souviens de la conversation à travers le mur. Julien a 32 ans et il est célibataire. Que ferait-il d'une maison avec 4 chambres? Je me souviens du message. Maintenant que Manon est propriétaire de la maison, elle aura plus que jamais besoin de ton soutien. Je me souviens de 10 ans de paiement. 0 remerciement. J'efface le message. Maître Dubois appelle cet après-midi. J'ai consulté les registres de la propriété. Ils ont vendu la maison, en ont tiré 700 000 €.
Ils ont emménagé dans un appartement en centre-ville. Tant mieux pour eux. Julien. Sa voix est prudente. Votre père a eu une crise cardiaque. Manon essaie de vous joindre. Je sais. Et j'espère sincèrement qu'il se rétablira. Mais je ne reviendrai pas. Elle reste silencieuse un moment. Vous savez, au cours de toutes mes années de pratique, j'ai vu beaucoup de conflits familiaux. La plupart se terminent mal. Mais parfois, rarement, les gens ont besoin de toucher le fond avant de comprendre ce qu'ils ont perdu. Peut-être, dis-je, ou peut-être que certaines personnes ne comprennent jamais. De toute façon, ce n'est plus mon problème. Juste. Elle marque une pause. Pour ce que ça vaut, vous avez fait ce qu'il fallait. Établir des limites, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Après avoir raccroché, je reste assis dans mon bureau et je pense à ça. La survie. Les limites. La différence entre aider les gens et leur permettre de ne jamais prendre leurs responsabilités. La maison que je n'ai jamais voulu mais que j'ai payée quand même. La famille qui ne m'a jamais vu jusqu'à ce que je leur retire quelque chose. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre message, numéro inconnu. S'il te plaît. Il te demande. Il est désolé. Nous sommes tous désolés. Est-ce qu'on peut se parler? J'éteins mon téléphone. Parce que voilà ce que j'ai appris. La famille, ce n'est pas une question de sang, ce n'est pas une question d'obligation, de culpabilité ou d'histoire commune. C'est une question de présence, de reconnaissance, de respect mutuel. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire, c'est de partir. Ils ont eu leur maison, leur gâteau, leur célébration. J'ai eu mes limites. Nous avons tous eu exactement ce que nous méritions. Commentaire, parfois, les décisions les plus difficiles sont aussi les plus nécessaires. Établir des limites claires n'est jamais un acte d'égoïsme. C'est une déclaration profonde de respect envers soi-même. On ne peut pas aider les autres si notre énergie est épuisée. Protéger sa paix intérieure est une responsabilité que personne ne peut assumer à notre place. Parfois, aimer signifie aussi savoir laisser partir des relations qui nous abîment. Ce choix courageux ouvre la voie à une véritable guérison. Chacun de nous mérite de vivre dans un environnement où la gentillesse et la reconnaissance sont réciproques. Je vous souhaite de trouver la force de toujours choisir votre bien-être. C'est le fondement d'une vie plus authentique et plus sereine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.